un partisan de l'action individuelle, tu vois, où tu te dis, bah voilà, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Il y a des choses que j'ai compris, et donc il y a des choses qui me posent problème, ça me convient pas. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Et puis chacun, en fonction de ses compétences, de jusqu'où il peut s'engager, de ce qu'il comprend, de ses moyens d'action, bah, chacun pousse le curseur un petit peu où il veut, mais Où il peut. où il veut, où il peut aussi, Mm. voilà, parce qu'il peut y avoir un petit peu de contraintes et puis ça peut, c'est un système un peu dynamique, hein, donc en fonction de la conjoncture ou de tout un tas d'éléments, ça peut varier. Voilà, moi c'est un peu ma vision des choses, c'est-à-dire que construire un parti et puis dire ce parti va faire du marketing et puis communiquer, etc. Et puis du coup avoir une espèce de discours un peu parabolique pour enfin, amener les gens à adhérer au truc. Moi, je ne pense pas que ça soit efficace, ni Alors, et encore moins efficient. ouais, c'est ça, ouais. En fait, en t'écoutant, je me demande finalement, puisque apparemment il y a une surmultiplication des partis politiques, ce qui est déjà Mm, stupide, mm, parce que ça mm. éparpille les voix, évidemment. Mais si on arrive néanmoins là, un joli chien, à superposer les deux éléments, à les imbriquer l'un dans l'autre, est-ce que ce ne serait pas la solution finalement? C'est-à-dire, euh, parce qu'on se retrouve un petit peu tout seul à se dire on va avoir une action individuelle. Mais évidemment, le défaut de l'individualité d'une action, le défaut d'une individualité d'une action personnelle isolée, c'est que justement la personne est isolée. Et une personne isolée, à moins d'être une Sainte Jeanne d'Arc appelée par le bon Dieu, il n'y aura pas beaucoup de solutions. Euh, et donc, je me demande s'il ne faut pas concilier les deux, c'est-à-dire, effectivement, non pas une démultiplication des partis politiques, mais un parti politique. Et deuxièmement, à l'intérieur, on forme des gens, à l'intérieur, on a une démarche individuelle. À l'intérieur, on va vanter la qualité de l'individu, la qualité, ses compétences. On va former des gens, on va aider éventuellement des gens à monter des écoles. C'est une excellente école privée, hein, c'est une excellente formule. On va alors, et c'est donc euh, moi ce que je vends dans mon livre évidemment, c'est la restauration de la nature humaine pour pouvant contrecarrer l'idée ou pouvant aller dans l'autre sens quand on dit on a les chefs qu'on mérite. Si dans ce parti politique il y a des gens vertueux et que des gens vertueux, à ce moment-là on va retrouver les gens extérieurs vont se dire bah, écoutez, tous les gens qui sont là, ils sont sympas, compétents, accueillants, dynamiques, intelligents, moraux, non corrompus, etc., etc., avec toutes les qualités qui vont bien, ça ne pourra que recruter. Donc, un parti de gens vertueux. Est-ce que c'est ça, finalement, n'est-ce pas ça, finalement, la solution? Déjà, en partie, tu as les adhérents. Oui, mais alors déjà, trouver un parti de genre vertueux, je pense que ça va être compliqué. Ah, parce que dans tous les fonctionnements de groupe, si tu veux, enfin pour moi, il y a deux problèmes qui se posent. Si on crée un groupe, comment dire, un petit peu institutionnalisé, tu vois, du genre, je crée un parti ou je crée une association ou je sais pas quoi. Pour moi, il y a deux problèmes qui arrivent. C'est que le premier problème, c'est que si tu, bah, du coup, si tu crées un parti, tu vas communiquer sur bah, ta vision du monde nécessairement, ce que tu veux mettre en place, etc. Donc, tu vas heurter beaucoup de gens, surtout dans ces idées-là, et tu vas avoir des infiltrés qui vont venir chez toi, qui vont apparaître. Voilà, ils vont avoir un visage qui va être masqué quelque part, sans jeu de mots, et qui va euh, ils vont t'écouter, ils vont discuter, ils vont voir ce que tu proposes. Bon, si ça tient la route, si ce que tu mets en place, on voit que c'est pertinent et que ça peut être efficace et rapidement porter ses fruits, on va essayer de déstabiliser ton truc. Ça va se faire,
tout gentiment, si tu veux. Bon, moi, je l'ai vu dans un certain nombre de groupes. C'est-à-dire que l'air de rien, alors on va dire, ah oui, mais bon, tu comprends, voilà, il faudra qu'on, faut qu'on rédige une charte sur ce qu'on va dire, comme on va dire. Voilà, ton parti, il faut qu'il ait un programme. Ça, première technique de l'infiltré, il va mégoter sur tout ce que tu veux rédiger. Il va, ah oui, mais il faut qu'on discute, ça, tu as écrit ça, moi je préférerais tel mot, tu as mis une virgule de trop, machin, bon, voilà. Et il va y avoir des espèces de discussions et de commissions et de contre-commissions et de machin. Et voilà, ça, c'est la stratégie de l'infiltré. Première stratégie, je fais perdre du temps. Et c'est souvent couplé à un deuxième point. J'attire l'attention des membres qui sont pleins de bonne volonté, pour la plupart, sur des sujets un peu de côté, de telle sorte que on va dire le combat central ou l'objectif, tu vois, le cap à tenir ne puisse pas être tenu. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, pour moi, alors, il y a notamment ces techniques-là. Et donc, ça, c'est le premier truc, c'est l'infiltration. Parce que tu es public, tu es un groupe, tu communiques, on te connaît et on se dit, ce truc, il va marcher, donc on va le déstabiliser. Et on envoie des infiltrés. Voilà. Le deuxième problème, c'est que du coup, si tu t'institutionnalises, euh, même si tu essaies de construire une espèce de fonctionnement, enfin de gouvernance, pour utiliser un peu les mots à la mode, tu vas avoir un leader qui va émerger ou qui sera élu ou je sais pas quoi, enfin qui va être désigné d'une manière choisie par le groupe. Alors déjà, il va falloir discuter, tu vois, de comment on va le désigner. Et si c'est lui qui est le porteur du truc, eh ben, c'est lui qui va être la cible d'attaque si jamais il devient sérieux. Et les gens, souvent, ils vont se remettre derrière le leader. Et si tu enlèves le leader, tu vois, c'est un peu comme dans les opérations militaires, quoi. Si tu détruis le chef, un peu après, l'équipe, elle peut être sans savoir ce qu'elle peut faire, comment elle va faire, etc. Pour moi, c'est deux écueils très difficiles, très, très difficiles à éviter. Et du coup, si tu fonctionnes plutôt à la manière de l'Internet, pour faire un parallèle. C'est-à-dire que si tu as des unités qui ont l'air d'être complètement autonomes, et qui le sont du reste, qui ne répondent pas à des ordres qui sont dans une logique pyramidale, mais qui répondent à des ordres du cœur, qui sont communs. Qu'est-ce que je veux comme société? Quelles sont les méthodes qui, selon moi, sont bonnes pour atteindre les objectifs? Et donc, qu'est-ce que je mets en place comme solution? Tu vois, c'est presque le réseau de résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je sais qu'il faut faire sauter des ponts. Je n'ai pas besoin d'avoir de chef pour ça. Il y a un pont à côté de chez moi. J'ai un peu de trucs. Je sais comment faire. J'ai même pas besoin de dire que je fais partie à l'organisation. J'adhère au souhait de l'organisation. Je veux Esprit. aller dans le cap, mais je n'appartiens à aucune organisation. Mais le pont, il va sauter. Ouais, 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 Et je là, comprends. et Ouais. là, tu vois, un système externe, un adversaire, tu n'es pas sur un jeu d'échecs où tu vois l'adversaire en face l'adversaire, il va avoir des pions et des choses qui se passent, mais il ne pourra pas faire de lien formel et il ne pourra pas viser de tête à éliminer. Mais ça suppose que les gens qui partagent une conviction, qui partagent une vision du monde, se disent individuellement, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que j'ai à mon échelle en fonction de ma situation, voilà, quelle qu'elle soit. Un projet, quoi. Voilà. Et moi, je veux faire avancer les choses. Mais du coup, ça me conduit un peu à ce que j'aurais pu dire en introduction et que je vais dire en conclusion, parce que pour moi, c'est le problème fondamental aujourd'hui de tous ces éveillés ou de tous ceux qui ne le sont pas. C'est, pour moi, je vois deux catégories d'individus. Il y a les gens qui veulent jouir de la vie et donc, du coup, ils veulent profiter. La planète est un vaste, comment dire, terrain de jeu ou, je sais pas, un parc d'attractions. Mhm. Et je vais m'étaler sur une plage, voilà, où il fait beau. Je saute dans les avions, je fais ci, et machin. Et l'important, c'est de jouir de la vie. Je comprends pas ce qui se passe, la géopolitique, les machins, les mecs qui me racontent, je sais pas quoi, je m'en fiche. On me demande d'avoir un code ou tu vois, un petit truc, voilà, pour pouvoir circuler. Bah, puisque c'est ça qu'il faut, moi, ce que je veux, tu vois, je le fais. Ok, j'obéis, mais je suis dans le confort.
Ou alors, tu as l'autre catégorie d'individus qui a envie de comprendre ou d'essayer de comprendre ce qu'est la vie, ce qu'est le monde, qu'est-ce que je fais là. Et là, tu te dis, et donc du coup, tu peux te dire, bah, ces trucs-là me conviennent pas, moi je suis pas d'accord. Et comme ton objectif premier, c'est pas de jouir de l'existence, bah, tu peux te libérer finalement. Ah, je peux plus aller à la salle de sport. Oh, c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais me débrouiller. Je te dis des choses qu'on a vécues, nous, Oui. brutalement. Bon, voilà, tu vois, je peux plus voyager là, c'est pas grave, je vais m'organiser autrement, il y a d'autres trucs super ailleurs. Mais ça, voilà, tu C'est une vois. prise de conscience individuelle Et déjà. pour moi, c'est le premier crible, quoi. C'est-à-dire que, euh, tu vois, les gens qui restent dans le discours dominant, et ils te disent, en fait, le système est tellement bien fait, parce que moi, je suis admiratif devant ce système, comme il est construit depuis très longtemps. C'est tellement beau, quoi. Je veux dire, C'est diabolique. c'est diabolique. C'est le malin, il a construit un truc extraordinaire, tellement c'est beau, quoi. Tu vas pas adhérer au truc, mais tu dis, franchement, l'œuvre, elle est magnifique, Ouais, quoi. ça marche super bien en plus. Voilà. Et du coup, bon, ça m'a un peu coupé cette histoire, je sais plus ce que je voulais dire exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux, les gens, ils préfèrent, voilà, les gens, ils préfèrent le confort. Et dès que tu leur montres des trucs, t'en as qui te disent, hein, ah oui, ce que tu dis, c'est vrai. Ah oui, je suis conscient de tout ce que tu dis. Ah oui, machin, j'en connais quelques-uns comme ça. Mais par contre, bah, dans ta vie, tu fais quoi pour, ah oui, mais bon, tu comprends, machin, voilà. Et en fait, oui, si, ce que j'étais en train de dire, c'est que le système a tout inversé. C'est-à-dire que tous ces gens, ils te disent, j'accepte le code machin, j'accepte le truc bidule, j'accepte, parce que tu comprends, je vais être libre. Je me mets un collier autour du Ouais, je cou, vois bien, je me absolument. Ouais. manifeste Esclavagisme, pour ouais. être libre. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, non, c'est pas ça. Être libre, c'est dire, ah non, je suis pas d'accord et du coup, je ferai autrement. Ah bah, c'est pas facile, je vais prendre des coups. Oui, c'est sûr, ça va changer ma vie. Va falloir que je me réorganise. Je vais passer pour le vilain petit canard dans l'équipe, dans la famille, dans je sais pas quoi. Et voilà, être libre, c'est aussi faire face à ça, mais c'est moins confortable. Non, mais c'est Enfin, vrai. voilà ma vie. Ouais, je comprends bien. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a plusieurs remarques et ça me fait penser à différentes choses. Euh, le, la prise en charge personnelle de son être dans le combat qui est le nôtre, c'est pas dans cette autre catégorie qui fait non pas jouir de la vie, mais vouloir authentiquement recouvrer ma liberté, pas une liberté esclavagisée, mais une liberté authentique avec ma propre capacité de penser et ma propre capacité de vouloir en me libérant de toute espèce ou me protégeant de toute espèce de manipulation. Bon. Donc c'est vrai que la personne, et là il y en a pas des masses. Il y a un autre élément effectivement qui rentre en ligne de compte, qui donne encore plus de conviction à l'action individuelle, c'est vrai, c'est de savoir que puisque l'homme est un animal social comme étant une première propriété donnée par Aristote, il ne recherche pas sa liberté personnelle pour lui-même, mais aussi pour ses proches. Parce que si les autres acquiert également cette liberté authentique, telle qu'on peut la définir, qui correspond à notre nature humaine, euh, elle ne sera pas contrecarrée par d'autres qui, eux, sont dans l'esclavage. On a besoin de la liberté des autres pour être libre. Et on forme un grand tout de gens libres, mais en conformité avec notre nature humaine. Alors, c'est intéressant parce que au tout début de ton intervention, tu parles de chef. Ça me fait penser au noyau réducteur. J'ai pu le début du titre de Adrien Loubier, qui a écrit il y a une trentaine d'années. Ce monsieur est mort, c'était un ingénieur. Euh, no- euh, euh, oui, c'est ça. Noyau dirigeant, groupe réducteur. C'était quelque chose comme ça. Et il faisait justement le descriptif de ces partis politiques, de ces sociétés microcosmiques, au sein desquels, c'était les cas des syndicats ou des partis, ou c'est ça, où on voit des gens qui sont là pour casser, pour faire perdre du temps, pour éconduire, diriger les gens là où ils ne veulent pas aller, parce qu'il y a des techniques comme ça pour subvertir toute une réunion, tout un syndicat, tout un parti politique, etc. Bien. Et si on prend un petit peu de hauteur de vue,
Parce que je me demande, moi j'y pense à cette solution encore un petit peu plus, qui paraît extravagante pour beaucoup, mais quand on a la foi, elle ne l'est pas du tout. C'est qu'effectivement, les individus réveillés, authentiquement réveillés, se prennent en charge, essayent de rayonner là où ils sont, tout en recouvrant leur liberté, en redéveloppant et en acquérant les vertus intellectuelles, les vertus morales, et pourquoi pas effectivement les vertus théologales, et que c'est le jour où un certain nombre de gens, en nombre suffisant, seront en capacité de d'agir avec force conviction et avec dynamisme comme étant des moteurs dans la société, alors, et là où entre guillemets, j'y amène un petit côté un peu extravagant, mais un peu qui répond à ton souhait qui est de dire, bah, le leader, il y a des gens qui vont vouloir prendre le leadership pour pouvoir conduire les gens. Et finalement, on se fait avoir, quoi. C'est ce qu'a fait Macron. Les gens se sont mépris sur Macron et Macron a pris le leadership. Il a usurpé le leadership. Il n'était pas naturel. On voit bien avec les couvertures qu'il avait. Mais c'est vrai de plein d'autres gens aujourd'hui, surtout dans le cadre de la démocratie, avec les médias qui viennent aider ce processus d'usurpation de pouvoir. Mais c'est que le vrai chef, en fait, c'est le bon Dieu. C'est la divine providence qui va alors, et c'est un peu une conviction un peu profonde dans mon esprit, va réunir les gens qui ne se connaissent pas entre eux forcément, mais qui ont une force d'âme intérieure pour essayer de recouvrer leur liberté intellectuelle, morale, de rayonner autant qu'ils le peuvent dans leur petit microcosme familial, entrepreneurial, que sais-je. Et le bon Dieu va les réunir. Mais le leadership, qui est la divine providence, ne peut pas être confisqué dans ce cas-là, parce que personne ne le connaît. Il est à un autre niveau, il est surnaturel. Et ça me fait penser à une technique. Moi, personnellement, je suis royaliste. Je suis pas démocrate, ne serait-ce que par déjà le mot de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, quand il écrit dans son ouvrage Nous ferons voter aux gens ce que l'on veut qu'ils votent, dans son démocratie euh, comment dire, de la République, de l'Amérique, de la démocratie en Amérique. Et donc, on leur fait effectivement, il avait dit déjà au 19e siècle, on leur fait voter ce qu'on veut qu'ils votent. Bon. Et les francs-maçons, ou en tout cas les ennemis de la royauté, à mon avis, ont eu ce coup de génie, c'est que la seule façon pour donner ou plutôt casser un véritable élan royaliste ou monarchique, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de leader. On ne sait pas quel est le véritable leader, le véritable descendant de Louis XVI. Et donc, moi, je suis parce que j'ai rencontré un jour Xavier de Roche, il a écrit un gros pavé sur le sujet, il m'a vraiment convaincu à l'époque, je l'avais rencontré il y a 25 ans ou 27 ans, et il démontre que Naundorf est le véritable disciple, et qu'on n'a jamais su. Autrement dit, ça donne, ça disperse totalement les royalistes. Les uns sont pour Louis XX, les autres sont pour un Sinclair, un troisième est pour un descendant de Louis XV, un quatrième pour, je ne sais pas, le Jean d'Orléans, nouveau comte de Paris, un cinquième pour je ne sais pas qui, et donc c'est complètement dispersé, tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui est devenu Louis XVII. Et donc c'est génial, on ne peut pas prendre le leadership parce qu'on ne sait pas où il est. Et ça fait penser à ça, en fait. Donc, effectivement, sous cet exemple-là, derrière cet exemple-là, quand tu as commencé à dire, il faut effectivement, je suis pour une reprise en main par des individualités qui ne vont pas forcément se connaître, surtout si ce qui serait nocif, c'est qu'elles se rassemblent. Là, on peut les cibler et les détruire, effectivement. Mais si elles ne se connaissent pas, elles
elles se nourrissent de la même philosophie et de la même théologie, d'une bonne, recherchant véritablement la vérité et recherchant véritablement le bien. Et à ce moment-là, c'est le bon Dieu qui, lui, le jour venu, va rassembler ces gens-là. Et là, il y aura une force constituée. C'est un peu ce que dit le père Holzhauser. C'est un petit reste, parce qu'il n'est pas la peine, il n'est pas forcément nécessaire, comme on cherche dans les partis politiques, d'avoir 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 adhérents. Mais des gens extrêmement solides, au plan intellectuel, au plan moral, et qui sont rassemblés le jour J par le bon Dieu, qui lui n'est pas détrônable. On ne peut pas usurper son poste. Et ça, on a dit, en fait, correspond un peu à cette idée que j'ose pas trop dire, mais c'est très logique. Les francs-maçons, encore une fois, l'ont fait pour le royalisme. En brouillant les pistes du véritable descendant du trône de France, de la maison de France. On ne sait plus qui est qui. Mais c'est vrai que c'est difficile je trouve, il y a peu de gens, si tu veux, qui sont prêts véritablement à agir parce que Déjà prendre conscience. Voilà. Bon, il faut déjà que les gens prennent conscience. Ceux qui prennent conscience, après, la question, c'est, il y a que veux-tu, ou tu vois, mais je pense que ce qui est important aussi et qui pose problème, c'est à quoi es-tu prêt à renoncer? Oui. Parce que si tu veux aller là où tu veux aller, peut-être que dans ta vie d'aujourd'hui, il y a des choses que tu dois abandonner. Et ça, j'ai l'impression que c'est un plus grand blocage pour les gens que où veux-tu aller? Parce que les gens, tu leur dis ça te convient et tout, machin. Ouais, ok, je suis prêt à y aller. Ah, ok, tu es prêt à y aller. Mais tu vois, là, tu as un gros sac à dos, tu pourras pas tout emmener. Tu es prêt, qu'est-ce que tu peux laisser et qu'est-ce que tu gardes dans ton sac à dos Oui, c'est pour ça. qu'on aille. Tu vois, c'est ça un peu, j'image, hein, mais tu vois, c'est cette idée-là. Et le renoncement, c'est compliqué pour les gens à renoncer à des choses dans leur vie. Et pourtant, même des choses, des fois, je te dis, regarde l'exemple de la salle de sport, voilà, qu'on a pu connaître parce que c'était pas possible d'y aller ou je sais pas quoi à un certain moment, voilà, dans des clubs sportifs. Donc, par exemple, ça peut être tout autre chose. Et ben, des choses aussi simples, aussi futiles, parce que tu te dis, ah, finalement, dans ma vie, c'est quand même pas ça le plus important, quoi. Voilà, il y a des trucs plus fondamentaux, même si je trouve ça sympa. Bon, et ben ça a aspiré les gens là où on les a vus aller pendant toute une période. Et ça, c'est la capacité de renoncer à certaines choses. Je trouve que c'est là-dessus peut-être qu'il faudrait travailler, mais alors comment, je ne sais pas trop. Alors justement, moi, quand je vends dans mon ouvrage, dans Manuel, je pense que du reste que je vais changer le titre de ma première couverture, je vais les inverser. Je pense que je vais mettre nature humaine, mode d'emploi, et après je mettrai manuel pratique. Quand Parce qu'au cœur finalement de l'ouvrage, il y a le fait de faire la promotion des vertus. C'est-à-dire en fait la force d'âme, tant dans la volonté que dans l'intelligence. Et à commencer par la volonté, parce que tu l'as dit, j'ai un axe, j'ai un objectif, j'ai un motif d'action, mais si j'ai énormément de tentations à droite et à gauche, finalement, j'ai pas trop envie de renoncer à ces petits plaisirs passagers quotidiens, hebdomadaires ou que sais-je, et donc, finalement, je risque d'être éconduit de mon objectif premier. Et puisqu'au cœur, effectivement, de la nature humaine, il y a la vertu, non, quand on dit, voilà, la vertu sous tous ses rapports, développer une vertu, c'est renoncer aux vices, aux tentations, aux facilités, à la jouissance inutile. C'est du renoncement. Et je pense que c'est ça, à mon avis, qu'il faudrait en premier lieu, effectivement, vanter. Alors, moi, j'en avais discuté un jour avec une mère, et une religieuse, je veux dire, mais je pense que c'est le sujet, parce que je regarde un petit peu tout ce qui se dit sur Internet, parmi les prêtres, les sermons, etc., et je ne suis pas satisfait, j'avoue, parce qu'ils ne vont pas au cœur du problème. Une façon d'aborder cette question-là, et à mon avis qui devrait être récurrente, c'est effectivement de faire sien cet aphorisme
qui devient un aphorisme en fait, hein, qui devient une ligne de conduite. Quand Jésus-Christ nous dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». C'est assez énorme, parce que nous devons désirer d'un grand désir faire le bien, nous devons désirer d'un grand désir accéder à la vérité. Et ce désir, ce premier mot, ce premier désir, il est quasiment absent. On dit, ben voilà, je désire, point. Je ne cherche pas à l'augmenter, parce qu'on ne sait pas très bien, chez les gens ne savent pas très bien ce que ça veut dire, comment je vais augmenter mon désir. Eh ben, la seule façon d'augmenter le désir, à mon avis, c'est de faire le travail inverse. C'est ce que j'avais fait dans ma thèse de doctorat sur la naturopathie. Qu'est-ce qui se passe dans mon organisme si je suis en défaut à commencer par le premier système le plus important, qui est le système nerveux. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des reins si je n'ai pas de système nerveux? Du point de vue du cœur, a fortiori, de l'intestin, immunitaire, reproductif, etc. Et donc, j'ai tout pris à l'envers. Et là, la question qui se pose, si on garde à peu près le même schéma, comme ça, c'est de se dire, si je ne suis pas patient, qu'est-ce que ça va donner? Pas du tout patient. Si je ne suis pas obéissant, d'une obéissance éclairée, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait dire, qu'est-ce qui se passe si je suis dans une obéissance aveugle, une obéissance servile? Qu'est-ce qui se passe si je suis orgueilleux? Qu'est-ce qui se passe si je suis immodeste? Qu'est-ce qui se passe si je suis intempérant, etc. On isole la vertu, on imagine nous-mêmes en défaut de cette vertu, et regarde ce qui se passe. Et à mon avis, vous allez me dire tous les deux ce que vous en pensez, à mon avis, c'est la seule façon pour donner plus de désir, plus d'envie d'acquérir les vertus, parce que je perds énormément si j'ai manque de vertu de religion, parce que d'abord c'est une vertu avant que d'être une institution, une vertu. Si je manque de la vertu de persévérance, de ténacité, etc. Donc augmenter le désir des vertus. Voilà. Oui, mais ça suppose, parce que toi, tu sais où tu veux aller, tu as un cap, tu vois. Donc, tu sais que ton cap, pour le tenir, voilà, c'est d'améliorer tes vertus. Mais celui qui n'a pas de cap, qui d'ailleurs n'en cherche même pas un, qui, si tu lui en proposes un, ou deux, ou trois, ou dix, d'ailleurs, peu importe, les refusera tous. Euh, Tu vois, c'est ces gens-là. Si tu vois le film Matrix, là, à un moment donné, tu sais, quand il est sorti de son truc, là, et que tu en as un qui lui dit, bah voilà, maintenant je t'ai montré telle ou telle chose, maintenant tu as deux solutions, quoi. Soit tu prends la pilule bleue et t'oublies tout, je crois que c'est dans ce sens-là, soit tu prends la pilule rouge, et là tu restes en pleine conscience, mais ça va être difficile parce que tu vas avoir la vérité, la réalité. Je ne suis pas sûr, moi, que les gens veuillent vivre en vérité. Oui. Ne- Le Tu vois? problème, la difficulté, j'entendais, je ne sais plus qui parlant de la vérité, mais moi je me disais, mais est-ce qu'ils ont une vraie définition de la vérité? Déjà, les mots leur manquent. La définition de la vérité donnée par la scolastique, c'est l'adequatio rei et intellectus, l'adéquation de mon intelligence au réel. Je mets mon intelligence en adéquation avec le réel qui est devant moi. Ça, si on médite dessus et si on développe ça, on essaie de le comprendre, c'est énorme. Parce que ça pose des contraintes terribles à l'intelligence. Elle est contrainte parce qu'elle voit, parce qu'elle ressent, parce qu'elle goûte, etc. C'est vrai que la vertu est d'abord un moyen. Mais en même temps, il y a une convergence de toutes les vertus vers une seule fin. C'est pour ça que c'est un moyen, mais qui est inhérent à la nature humaine, qui est essentiel et qui n'est pas accidentel, comme une fourchette que je vais utiliser pour manger du riz. C'est un moyen inhérent, intrinsèque, vraiment inhérent à la nature humaine, c'est que s'inscrit dans la nature humaine le désir
pour les vertus morales du bien. Et l'intrinsécité des vertus intellectuelles, c'est la connaissance du bien, la vérité du bien. Donc en fait, on arrive toujours au bien. Et qu'est-ce que c'est que le bien? C'est ce que toute chose désire par nature. Le canapé ou le fauteuil sur lequel vous êtes, ça ne sert pas de marchepied. Il sera tout sale et vous n'irez plus vous asseoir dessus. Il y a un bien moral, en quelque sorte, à ce canapé, à nos vêtements, à n'importe quoi, les murs qui sont là pour nous protéger des vents froids, que sais-je. Bon. Et ça commence là. Donc, il y a le cap, en fait, les gens, c'est pas la peine de faire de grandes études pour comprendre ça. Mais le drame, effectivement, c'est qu'il n'y a pas cette conscience de bon sens de l'approche des choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y a un aveuglement. Pour moi, l'un des vices, sinon le vice le plus grave qui soit, c'est pas, in fine, c'est pas l'aveuglement. Pour nous, les hommes, pour le diable, c'est autre chose. Si lui, c'est l'orgueil, pour nous, c'est l'aveuglement. Je ne vois pas. Je n'ai pas conscience. Je ne me rends pas compte. Et ça, c'est absolument terrible. C'est dramatique. Donc, tout le travail qu'il faudrait entreprendre, c'est de ramener les gens à, effectivement, le mot de Rabelais est absolument génial, hein, science sans conscience, n'est qu'urine de l'âme. Ici, s'il n'y a pas de conscience avec la science, avec le support de la science, parce qu'on peut aller, il y a la conscience, mais on peut l'enrichir, cette conscience, par la science, qui est la définition, qui est la connaissance par les causes. La science, c'est la connaissance par les causes, toutes les causes. Première, secondaire, accidentelle, essentielle, finale, formelle, efficiente, matérielle, toutes les causes, toute la causalité. Eh bien, effectivement, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, cette manipulation, elle va jusqu'à mettre les gens dans un état de léthargie. Alors, j'ai regardé dernièrement l'étymologie du mot léthargie, c'est très intéressant en grec. C'est argos et léthé, c'est-à-dire l'oubli et l'inaction. L'été, c'est l'oubli, et argos, c'est l'inaction, inactif, non actif. Donc, les gens ont oublié leur passé. Ça me fait penser un peu à ce que voulait un peu quelque part dénoncer un peu Freud, et c'était un petit peu le sujet du rêve de notre, au départ de ma causerie. Ils oublient le passé qui ne leur sert de rien, du coup, pour eux. Ils vont en avant et ils sont pris en avant non pas par un réel objectif, mais comme tu l'as dit finalement en filigrane, par des jouissances. Ils vont de jouissance en jouissance. Et là, on ne peut rien construire. Mais c'est dû au préalable par un véritable aveuglement. Les gens, on pourrait disserter, philosopher sur un bout de ficelle. Eux, ils sont incapables. On philosophe pas sur un bout de ficelle. Ben, si on peut philosopher sur un bout de ficelle. C'est ça qui est terrible. Donc effectivement, on se retrouve un peu dans la passe. Et du coup, cette idée-là, cette analyse-là, à mon avis, va dans ton sens quand tu as dit au tout début. C'est vrai, il faudrait peut-être essayer de... Il faut que les individus, les, les, les comment dirais-je, la valorisation de chaque individualité, qui se valorise au sens noble du terme, une vraie valeur, se développe, prennent de l'envergure, prennent de la richesse, prennent de la profondeur, et que là, effectivement, après, on va pouvoir construire quelque chose. Mais comme je le disais au tout début, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et c'est vrai sur tous les réseaux sociaux, ne voient qu'une chose, c'est analyser la corruption et les corrupteurs. Ce n'est que ça. Ils ne donnent jamais la solution. Donc ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Hervé Moreau, j'entends Richard Boutry, alors je le cite, là j'ai enregistré tout ce que nous disons. Tu me diras si tu acceptes qu'on le publie. Mais il trouve bien que, en tout cas, il apprécie quelque part que Hervé Moreau monte son parti politique. Oui, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour se faire infiltrer? Pour avoir des gens qui sont des suiveurs?
Parce que souvent, dans les partis politiques, les gens sont des suiveurs. Donc, en fait, ils n'ont pas la solution. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est un vrai sujet de philosophie. Si on n'a pas les moyens, est-ce que vraiment ils ont la fin? Parce que les moyens sont adéquats à la fin, normalement. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, ont-ils vraiment la fin? Savent-ils vraiment ce qu'ils veulent? Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Il y a plus de projet de société. Je crois que on a tellement individualisé les relations. Maintenant, c'est atomisé, hein, tout atomisé. Et puis, on est dans une société qui va très vite. Il faut toujours aller plus vite au travail, toutes les injonctions. Et je pense qu'intellectuellement, les gens sont aussi usés quelque part. Et tout leur espace-temps est occupé, soit par des tâches répétitives sans aucune valeur autre que celle d'en tirer un salaire. Et après, ils sont complètement pris aussi par les téléphones, les médias qui déversent ben, des propos qui vont bien sûr dans le sens dominant et n'ont plus d'espace-temps pour la méditation, pour réfléchir, pour se poser les vraies questions. Se poser sur une chaise à regarder, comme cet après-midi, tu vois, la neige tomber, euh, eh ben, c'est pas ne rien faire. C'est au contraire se poser, sentir les choses et s'interroger. Mais ça, les gens ne prennent plus le temps maintenant de se poser. C'est toujours à toute vitesse. Ils ont des emplois du temps de ministre, comme je dis, les gamins y compris. Ils Oui. sortent de la crèche, de l'école, après c'est la musique, c'est le cours de ceci, le cours de cela. Ils n'ont plus le temps pour jouer avec leurs mains, construire des choses, réfléchir, sentir. Et je crois que le mal de la société, il est là aussi. Et tout est fait pour justement qu'on ne prenne pas le temps de se poser et d'avoir conscience de son existence. Nous sommes des objets, on les traitait comme des objets, on les manipulait. Et je pense que la doxa dominante, c'est ce qu'elle veut. Et elle Ah, l'obtient très facilement. Et les gens eux-mêmes adhèrent à ça. Ils finissent un crédit, ils en recommencent un autre. Donc, s'ils font un crédit, il faut aller bosser. Et voilà. Et ils ont des tas de choses. Mais en fin de compte, ils ont rien. Ils sont libres de rien. Ils sont libres d'aller travailler pour payer tout ce qu'ils viennent d'acheter. oui. C'est une liberté qui est quand même, semble-t-il, assez limitée. Oui. Mais ils en ont même pas conscience. Mais ce qui est assez terrible, c'est que, et ça, c'est ça aussi qui fait quand même qui serait un peu décourageant, c'est que j'ai appris, je crois que maintenant c'est acté, c'est connu, enfin c'est vrai, je crois que c'est vrai, c'est que dans la Silicon Valley, les grands patrons proposent pour l'éducation de leurs enfants des méthodes dégradées, comme on dit, des moyens dégradés, hein, c'est-à-dire la craie, le tableau noir, Exact. je ne sais pas s'ils ont le boulier pour les calculs, mais au moins ils ont des techniques pour, voilà, pour peut-être calculer les racines carrées. Moi, j'ai appris ça autrefois, technique avec le crayon et pour déterminer la racine carrée d'un nombre. Et pourquoi? Parce que euh, ils ont compris eux et ils appliquent eux ce qu'est en fait la nature humaine. Mmh. C'est ça qui est terrible. Et c'est décourageant parce que nous on sait très bien que ce n'est pas la Silicon Valley que le monde va se restaurer. Mmh. C'est quand même de cette vieille Europe qui a quand même tout un bagage culturel, religieux extraordinaire, avec des expériences fabuleuses. Bon, il y a 2 siècles, il n'y avait pas la Silicon Valley. Il y a même un siècle, il n'y avait pas la Silicon Valley. Bon. Mmh. Et donc, ils n'ont pas de recul. Sinon, le nôtre. Ils ont le nôtre. C'est ça qui est terrible. Bon. Donc, donc c'est un peu décourageant, c'est vrai. Euh, euh, je sais, aujourd'hui, il faudrait effectivement essayer euh, d'interpeller tous ces. Il faudrait aller les interpeller, tous ces Asselineau et les autres, là, pour leur dire, mais au fond, est-ce que franchement, vous pensez que par votre méthode, vous allez y arriver? Parce qu'aujourd'hui, c'est les uns, c'est lui notamment, mais je vous en conjure, voilà. Philippot, c'est il faut que vous nous rejoigniez chez les Patriotes.
euh, les autres, c'est je sais pas quoi. Enfin, ils ont chacun leur formule, mais ce sont que des formules d'émotion. Ils enjoignent les gens, mais voilà, ça reste très très verbal, très très incitatif, mais il n'y a pas d'analyse du fond de l'individu, de la personne, de ce qu'est un être humain, de ce qu'est une nature humaine. C'est ça, ça manque terriblement. Alors, dans quelle mesure on peut apporter quelques lumières à cela, je ne sais pas. Moi, j'écoute les bulletins réguliers de Xavier Moreau, là, qui est ancien capitaine de Saint-Cyrien, qui est à Moscou. Bon, il a, avec Galacteros et d'autres, ils ont des analyses géopolitiques très comment dirais-je, pertinentes. Oui, mais pour faire quoi? Parce que je l'ai écrit dans mon ouvrage, hein, ici, dans mon ouvrage, je l'ai écrit, c'est le mot de Jean Berthier que j'aime à répéter, qui est l'instruction n'est pas source de bien. C'est-à-dire que j'ai pour savoir, c'est pas pour autant que je vais agir. Oui. Donc, alors, sauf à aller jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, l'instruction de la nature humaine, l'instruction du défaut des vertus. Si je sais que j'ai un défaut de vertu, j'en ai compté quoi, 170 peut-être, ben je suis défaillant sur ces vertus, ah ouais, je me rends compte que du coup, je me nuis. Et dans la Hein? jouissance que vous parliez, là, ils vont dire, bah oui, mais je pourrais plus, entre guillemets, nuire si j'étais plus vertueux, parce que je serais plus conscient. Donc, c'est pas tant mon cerveau qui jouit, c'est mon corps qui jouit. Et je me souviens d'un cours que j'avais eu, donné par Aline Lisotte, quand j'étais à l'IPC. Elle était docteur en théologie et docteur en philosophie. Je crois qu'elle vit toujours du côté de Solène, ou par là. Et elle disait, je me souviens, pendant un quart d'heure, elle avait expliqué les jouissances profondes, profondes, qu'ont les mathématiciens quand ils arrivent à des trucs extrêmement abstraits, très, il y a une jouissance intérieure. Et j'en ai discuté un jour parce que j'étais maître d'internat à l'école Bosseux à Paris pendant un an. Et il y avait les élites, il y avait des gens qui étaient à Normal Sup, il y avait des gens dans cette école-là qui étaient internes. Ils allaient en cours, après, ils revenaient le soir à Bossuet. Et en tant que maître d'internat, j'ai fait un peu le tour des chevreuils comme ça, notamment ces garçons extrêmement puissants qui bossaient jamais, mais qui avaient une mémoire, une imagination, une pénétration intellectuelle merveilleuse, fantastique. Et il y avait un type qui, en mathématiques, m'a dit, ouais, c'est jouissif, quoi. Quand je fais des maths et que je trouve un truc, c'est jouissif. Et cette Mmh. jouissance, on ne connaît pas. Aujourd'hui, on jouit, alors je pense qu'en droit, pour vous, c'est pour toi, Eric, peut-être c'est pareil, si je ne sais pas, peut-être, dans son domaine de compétences, mais quand c'est très intellectuel, c'est vraiment, ah, j'ai une lumière, cette lumière est jouissive, hein, je pense. Hein. Mmh. Non, mais oui, c'est sûr ce que tu dis. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que ça, j'ai l'impression que nous sommes peu nombreux, si tu veux, à rechercher ça finalement. C'est, euh, et moi, enfin, pour aller sur des trucs très pratiques, tu disais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse parce que les gens sont dans l'analyse, etc. Bon, mais quand tu as des gens à qui tu expliques les choses, tu montres des choses. Bon, au bout d'un moment, ça fait quand même un peu, tu vois, tilt dans leur esprit. Ils se disent, oui, c'est vrai que quand même, c'est pas idiot ce qu'on me raconte. Et bon, ils commencent à voir la lumière s'allumer, tu vois, ils commencent à voir le décor tel qu'il est et non pas tel qu'on le système veut leur montrer. Mais on en a vu certains et parmi nos très proches qui ont pu nous dire ah, je sais que ce que tu dis, tu as raison, je sais que c'est vrai, mais je veux pas entendre. Oui. C'était une injonction, arrête. Mmh. Ouais, Voilà, parce que ça heurte, ça casse mon confort, tu comprends? voilà, c'est ça. Ça dérange. Ouais. Et tu sais pas trop, y compris avec des gens très proches à qui tu peux parler très librement, tu vois, voilà. Tu sais pas trop comment après réaborder ce genre de questions parce que
tu quand tu es dans des discussions, c'est impossible. Donc nous, ça nous est arrivé, Sylvie et moi, et du coup, la solution que nous avons trouvée, c'est que puisqu'on pouvait plus parler, eh bien, nous avons écrit, en fait, à Ouais. cette personne. Mm. Tout ce qu'on voulait lui dire et que c'était impossible de lui dire, nous l'avons écrit et nous lui avons envoyé un courrier. Hmm. Bon, on n'a pas eu de réaction comme ça directe, on a juste eu oui, ok, j'ai bien eu votre courrier, ouais, ok, je l'ai lu, voilà, quoi. Mais, parce que sinon, on pouvait même pas Aborder les dérouler, sujets. si tu veux, euh, une discussion, dérouler une argumentation, expliquer des choses. Donc, tu dis, bah, puisque tu peux pas entendre, peut-être pourras-tu lire, quoi. Et c'est pour ça que je sais pas, hein. Tu vois, et là, bon, on a pu le faire, parce que c'est quelqu'un de très proche, mais tu te dis dans des discussions un peu informelles comme ça, même avec des gens que tu connais bien, mais bon, les gens se braquent un peu, tu sais pas trop comment aborder le truc, parce qu'en face de nous, il y a une telle puissance parmi les médias qui sont plutôt d'ailleurs des agences de communication en réalité, puisqu'ils déroulent voilà, euh, une action de communication pour amener les gens à penser de telle ou telle manière. Ouais. Bon, bah, toi, tu pèses peu par rapport à des choses qui sont répétées dans tel et tel média, sur l'Internet, dans des journaux écrits, à la télévision, à la radio, tout ce que tu veux. Et donc, toi, après, tu arrives face à cette vague énorme, tu es une petite goutte d'eau face à ça, donc tu peux avoir ton pouvoir de persuasion, tu peux avoir aussi bon, on va dire l'affect qu'il y a entre toi et ces personnes qui peuvent être des amis ou de la famille et qui du coup vont t'écouter aussi peut-être différemment parce que bon ils ont une plus grande confiance en toi, mais néanmoins c'est quand même très difficile. Et quand tu l'as réveillé et qu'on te dit ah non non laisse je vais me rendormir, Ouais. tu Ouais, vois ouais. c'est Ouais, j'en ouais. reviens à ma tête, quoi. C'est-à-dire file-moi la pilule bleue et puis tout ira bien pour moi, quoi. Je Hmm. veux rien changer. Ouais, c'est ça. Il y a une léthargie. Les gens n'ont. Euh, non, mais c'est vrai, c'est un vrai casse-tête parce que, effectivement, les ennemis de l'humanité, si j'ose dire, les ennemis de l'être humain, euh, enfin, est ennemi de l'être humain tous ceux qui sont exclusivement dans les trois concupiscences, hein, en fait. C'est-à-dire le pouvoir, l'argent et le sexe. Et ces Mmh, gens-là considèrent le mot de Sartre en en faisant un absolu, c'est-à-dire l'enfer, c'est les autres. Si mmh, moi, je considère que qui va me limiter dans mon pouvoir, c'est l'autre. mmh, C'est mon ennemi. Qui va me limiter dans l'argent, c'est l'autre. mmh, Donc c'est mon ennemi. Et également dans mes convoitises charnelles, c'est l'autre, parce qu'il va piquer, voilà. Donc et ça c'est terrible. Donc les gens ce sont eux. Et la difficulté, c'est pour ça que c'est un combat spirituel. La difficulté, elle est de changer d'axe de regard, qui ne soit plus horizontal, mais qui soit vertical. C'est-à-dire dans un mmh, absolu, vers un monde métaphysique transcendant, qui n'est pas du reste forcément religieux au sens institutionnel, parce mmh, que la nature humaine, si on veut la regarder, on ne va pas la regarder de façon horizontale, pas au bout, pas dans un microscope, dans l'espace-temps. On va la métaphysique. Aristote a fait de la métaphysique, il n'était pas religieux. mmh, Je ne sais pas quelle était ses relations avec les dieux grecs. Enfin, il n'en parle pas des masses, quoi. Bon. Donc, cette transcendance simplement naturelle qui existe, simplement naturelle, on l'a brisée. Et c'est là, c'est un coup de génie que les ennemis de l'humanité, que les concupiscents avérés, patentés, ont obtenu. C'est que les gens sont non seulement le nez dans le guidon, comme tu le disais tout à l'heure, Sylvie, hein, en fait, hein, ils sont pris par la vitesse de la vie, donc le nez dans le mmh, guidon, ils ne voient que à très très court terme, mais en plus, ils prennent pas le temps de méditer, ils prennent pas le temps de réfléchir, voilà, bon, et, euh, et on les empêche de regarder plus haut.
au-dessus. On les Mmh, empêche. mmh, Le Chouanan Verneau, dans un de ses livres, il dit les mathématiques, avant on avait maths LM, puis on a eu le bac E, le bac C, puis bac S, etc. Et il nous disait les mathématiques sont presque un antidote à la métaphysique. Trop de mathématiques nuit à l'approche métaphysique. mmh, C'est terrible, hein. mmh. Mmh, mmh. Oui, 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 oui. Mais tu sais, nous sommes dans une société qui veut tout quantifier. Ah oui, Et, euh, et dès que tu as une approche dans laquelle tu quantifies pas, euh, bon, bah voilà, tu vois, c'est pas scientifique et du coup, bon, ce que tu racontes, voilà, il faut. Et tu as tout un tas euh, de disciplines qui, pour moi, ont été perverties à cause de ça. Je pense en particulier à l'économie. Tu vois, quand j'étais étudiant, et qu'à l'époque, on faisait de l'économie aussi, même, même dans une fac de droit. Et du coup, en fait, j'ai vécu le basculement. Moi, ça m'avait choqué déjà à l'époque. Tu vois, j'avais 18-20 ans, quoi. C'était vraiment au début de mon cursus. Parce que, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui macroéconomie ou économie générale, quand moi je suis arrivé dans l'enseignement supérieur, il y avait encore des bouquins qui avaient l'ancienne terminologie et ça s'appelait économie politique, mais très bien. politique au sens grec, Oui, oui, tu la vois? politique, la société. Voilà. Et c'est donc, du coup, il y avait encore une vision de l'économie qui était enseignée en lien avec l'histoire ou la philosophie, etc. Tu vois? Et puis, à partir, donc ça, c'était le milieu des années 1980, tu vois? Et ça a basculé après vers ce qui est plutôt de l'économétrie, avec un enseignement de l'économie très, voilà, donc tu tapes toutes les fonctions mathématiques, les dérivés, les machins, les bidules, tu fais de l'économétrie, tu dois tout quantifier. Et du coup, l'économie est devenue enfin, est apparue comme étant une science dure. On fait croire que c'est apparu comme une science dure, tu vois. Et du coup, on peut faire des prévisions, on est capable de quantifier les choses et tu as l'impression que c'est un peu, tu vois, la loi de la gravitation universelle de Newton. Si je jette un truc, je prends la pomme sur la tête et je vais calculer la C'est vitesse ça. et voilà. Et donc, du coup, en économie, ça donne, bah voilà, si j'endette le pays de X%, que j'injecte tel truc dans la masse monétaire. Bon, alors qu'en fait, tout ça, c'est du pipeau, quoi, si tu veux. Mm. Alors, tu as John Maynard Keynes, qui était un spécialiste, tu sais, qui a vécu la crise de 1929 aux Oui, États-Unis, il qui a est un décrit, spécialiste oui. là-dessus. Lui, qui avait beaucoup d'expressions assez bien, il a dit l'économiste, aujourd'hui, il est au volant de la voiture, mais sa place, ça devrait être sur le siège arrière. Donc, voilà, parce qu'il avait bien compris déjà à son époque, parce que lui, il était La antérieur à tout ça, politique. Mm. ouais, que en réalité, si tu veux, l'économiste, bon, en fait, il bricole pas trop, enfin, il comprend pas tout, mais quand tu quantifies, les gens, quand ils quantifient, tu vois, ils ont l'impression que ce qu'ils ont fait, c'est super rigoureux. Mm. Et souvent, tu es obligé de leur dire, moi, je le vois La vie, c'est pas ça. avec mes étudiants, tu Mmh. es obligé de dire, bon, c'est bien si vous quantifiez les choses et tout, mais par contre, comment avez-vous quantifié? Parce que si vous avez quantifié avec une méthode qui n'est pas bonne, avec tu vois, une méthodologie qui est erronée, ah bah vous pouvez avoir un résultat avec 10 chiffres après la virgule si vous voulez. Mais en fait, vous allez fonder votre décision sur quelque chose d'erroné et vous allez aller dans le mur. Mais le problème, tu vois, c'est que, donc tu dis aujourd'hui, voilà, on a retiré un peu euh, voilà, cette connaissance de l'humain et effectivement, de plus en plus, euh, le côté humain, il a disparu, tu vois. Et aujourd'hui, avec les systèmes d'intelligence artificielle, c'est encore pire, puisque, tu sais, moi maintenant, moi j'ai des étudiants, c'est une cata. Tu leur poses un problème, y compris juridique, hein, un cas à résoudre. euh, Leur première idée, c'est de le photographier avec leur smartphone et puis de le balancer dans un système d'IA, ChatGPT ou un autre. Et plutôt que de réfléchir avec leurs connaissances et puis d'essayer voilà, de raisonner là-dessus, de faire des propositions. Euh, et donc, tout le côté humain est en train est complètement déconstruit, tu vois. Et tu vois bien que
bah, toi surtout qui connais pour le coup l'aspect de la médecine, qui n'est pas notre cas, tu es traité pratiquement comme si tu étais une marchandise standardisée, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que dans la médecine, j'allais dire conventionnelle, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que on va dire, voilà, tu es un type, tu pèses tant, tu as tel âge, bon, ok, donc tu me dis que tu as tel problème, donc là aussi, on va quantifier avec des examens, on va mesurer des choses, blablabla. On te donne des intervalles, alors tu as des résultats d'examen, bon, bah, si tu es dans l'intervalle, tout va bien, voilà, c'est merveilleux. Si tu dépasses de l'intervalle d'un côté ou de l'autre, donc du coup, ça va pas. Alors que peut-être en réalité, toi, tu vas dire, mais en fait, moi, ça va, hein, je vais très bien, je vis normalement, il n'y a pas de souci. Peut-être que moi, je rentre pas dans cet intervalle-là. Puis je pense que si on regardait historiquement, bah, les intervalles, ils ont varié probablement, alors que la nature humaine est sûrement restée à peu près stable. Donc le côté humain, il a disparu, tu vois. On a standardisé, y compris les êtres humains. Et ce qu'on a vécu dans les années passées avec les problèmes qu'on a vus, tu vois, c'était la même dose pour tout le monde, quoi, finalement. Ouais. Non, mais c'est Quel que certain. C'est soit, certain. quel que soit ton âge, quel que soit ton état de santé, qu'est-ce que toi, voilà. Mais on l'a pour Euh, tous, hein. Mais mais c'est. c'est sûr que prendre en compte l'individu, pour le coup, prendre en compte l'humain, c'est aussi prendre en compte l'individu, voilà, dans sa singularité. Et ça, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est Oui, plus oui, difficile. oui. Tu fais chuter la productivité, donc tu gagnes moins d'argent, Ouais. tu vois? Ah Et ouais, voilà, la ah oui. boucle est bouclée. Et, Ah oui, c'est plus que ça maintenant. En économie, c'est la productivité, point barre, c'est le calcul, quoi. C'est même passé dans la police avec les fameux chiffres. Les chiffres hein, recherchés par Sarkozy, hein, il faut faire du chiffre. Bon, ouais, c'est ça. c'est un truc de Ouais, fou, quoi. On a robotisé, lobotomisé l'être humain, robotisé, matérialisé la chose. Enfin, qui devient une chose, hein, l'être humain devient une chose. Hein. C'est fou. ouais, Et c'est marrant parce que dans ce sens-là, on parlait de jouissance tout à l'heure, on a bien le sentiment que les gens se satisfont d'une jouissance primaire, mmh, alors qu'il leur est proposé une jouissance secondaire. Si on peut parler de jouissance tertiaire qui serait celle du ciel. Mais mmh, eux, ils se contentent d'une jouissance la plus animale possible, quoi. Et ils ne mmh, se rendent même pas compte. mmh. C'est fou. C'est incroyable. Donc, il n'y Et a c'est le aucune perspective. et Voilà. tout est à très, très court terme, ici et maintenant. Oui, oui, ben oui, mais c'est même dit dans nos milieux naturopathiques, c'est ici maintenant, et les naturopathes formatent en quelque sorte leurs patients à dire vous devez être ici et maintenant, etc. Incroyable. Mmh. D'où la difficulté, tu vois, de dire à quelqu'un, tu as un cap. Parce que si tu as un cap, c'est que tu dois avancer. Donc, en fait, le but, il n'est pas ici et maintenant, quoi. Le but, il est là-bas Eh et ben, il va falloir cheminer. Et la question, du coup, c'est comment vais-je cheminer? Comment je dois m'y prendre pour que ce cheminement, que je tienne le cap le mieux possible. hmm, Voilà, que je dérive le moins. Donc, du coup, on reste sur les vertus, tu vois, parce que les vices, voilà, c'est que tu dévies ton ouais. cap sur certains points. Bon, mais pour ça, il faut avoir un cap. Voilà, c'est ça, si tu veux. Et moi, j'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup, tu n'arrives pas à les faire monter dans le bateau, si je puis dire, parce qu'il n'y a pas de cap à suivre, quoi, si tu veux. Ils sont, voilà, quoi. Ok, très bien. Merci infiniment. En tout cas, il est 20h08, on va peut-être se libérer. Oui, oui, Euh, oui. tout l'enjeu maintenant, c'est de définir ce cap. Et à mon avis, le cap, c'est dire il y a une puissance d'action, une puissance d'être dans chaque être humain. C'est elle qu'il faut retrouver. Alors maintenant, pour terminer quand même cette discussion très intéressante, il y a sur quelque chose sur un espoir quelque part, une note positive, c'est que effectivement, des gens qui, comme nous, s'interrogent, essaient de se dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, à mon échelle, je peux faire. Ben, en fait, tu t'aperçois qu'il y en a quand même un peu partout, un petit peu disséminé, que pour l'instant, tout a l'air un petit peu euh, finalement atomisé. Mais ce qui rassemble tous ces gens, c'est justement peut-être ce cap
et qu'à un moment donné, On se retrouvera. tu l'as dit tout à l'heure, Mm. le grand acteur qui va agréger tout le monde et qui va Ouais. mettre tout le monde d'un seul coup, tu vois, comme un seul homme sur le cap et comme il faudra faire, bah, c'est peut-être Dieu Tout-Puissant, mais C'est qui ça. agira au moment opportun, C'est ça. selon lui. Et Donc, nous sommes dans notre vie d'humain courte et du coup, on est tous un peu dans le ici et maintenant en se disant, bah, quand même, ça va pas. Ah bah quand même, si tu regardes des Oui. prophéties, tu vois, ah bah quand même, on est dedans là, mais il se passe rien. Mais ben notre oui, échelle de temps Le, et le notre chef échelle de temps, ouais. temps est pas la même que c'est celle ça. du divin. Et Mm. c'est ça, je pense que c'est là, du coup, il faut qu'on fasse un effort et enfin, moi, je sais que là-dessus, voilà, à chaque fois, je me dis oui, l'échelle de temps n'est pas la même. Mais moi, je te suis entièrement, hein, c'est ça aussi, hein, c'est la difficulté que nous avons. Ok, parfait. Merci infiniment en tout cas, Eric et Sylvie. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que je la diffuse, notre Bon, si tu conversation veux, là? Si ça peut oui, oui, servir oui. d'autres personnes, les éclairer, leur donner quelques grains à moudre, grains à travailler, à méditer, etc., etc. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci Pourquoi infiniment pas, encore une écoute. fois. Oui, Comment? merci encore Non, une je fois dis. infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon dimanche demain. Et Oui, puis eh donc, ben, je pense que je reprendrai le même sujet samedi prochain sur le fait ouais. de devoir accepter son passé, le traiter intellectuellement pour pouvoir pour savoir dans quelle mesure on va améliorer notre santé, pour le coup, ici et maintenant, notre santé, si on gère mieux notre passé, qu'on ne peut pas changer parce qu'il est passé. Alors, je pense que samedi prochain, en revanche, nous, on sera indisponible. Ça sera, oui, Mais bon, ouais. c'est pareil, j'enregistrerai. Ouais, Ok. j'enregistrerai, vous pourrez l'écouter en replay. Merci infiniment, à très Merci. bientôt, Bonne chers amis. soirée, bon Au revoir, Eric, dimanche. au revoir, Sylvie. Au revoir.